Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je reçois Régis Buty de Leader Social et nous allons parler de réseaux sociaux et de social selling. Bonjour Régis. Bonjour Corinne. Alors, pourquoi Leader Social? Très bonne question. Lorsque j'ai créé cette entreprise, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai réfléchi, je voulais un nom qui ait du sens par rapport à la démarche de vente, puisque c'était fait pour ça. Et pourquoi Leader Social? Parce que je pense qu'un commercial, dans les années qui arrivent, c'est d'abord un leader de son domaine, un expert, et non plus un simple vendeur. Donc ce côté leader, c'est rayonner sur son expertise. Et pourquoi social? Parce qu'aujourd'hui, on a des outils, les réseaux sociaux. Le terme social, pour moi, venait de l'interaction entre les gens. Donc être capable de faire bouger un réseau, de faire connaître les gens, son expertise, donc leader social. Bien. Et vous alors, dans Leader Social? Alors c'est une longue histoire, hein. Je vais recommencer par le début pour que tout le monde comprenne. J'ai d'abord commencé par une expérience de 5 ans en Afrique, où on travaillait sur des chantiers pour le groupe Bouygues, et où j'ai beaucoup appris le métier de vente, mais terrain cette fois-ci, hein. Il n'y avait pas de digital, c'est que la relation se passait d'homme à homme, avec tout ce qu'entraîne la culture africaine. Et c'est là que j'ai compris d'ailleurs que la vente était d'abord avant tout une relation humaine plutôt que tout le reste. Maintenant, il nous faut des outils pour avancer. Après 5 ans d'Afrique, je suis rentré en France, je vais raccourcir un tout petit peu, et j'ai travaillé quelques années chez Bouygues Télécom Entreprises en tant que manager commercial pour l'agence de Lyon. Et à cette époque, on était dans la technologie, le commerce était de plus en plus complexe puisqu'on est passé du simple mobile à avoir ses mails et avoir toute son information dessus. Et à cette époque, avec mon équipe commerciale, on a commencé à réfléchir à quelques outils. Et à l'époque, c'était Viadeo, hein, pour ceux qui connaissent. Et avec Viadeo, on a commencé à jouer, à tester certains trucs, à pouvoir inviter des gens à des petits déj grâce à cet outil-là. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec cet outil, en tout cas des choses différentes de la manière dont on vendait jusqu'à maintenant. Et j'ai donc décidé de quitter mon job de manager et de créer Leader Social pour former les directions commerciales, les startups, quelques écoles à utiliser le digital à des fins de commerce et de vente. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes venu nous parler un peu du social selling. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors le social selling, c'est assez amusant. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde, hein, puisque c'est de la vente en réseau. C'est pas nouveau. Par contre, ce social selling, on le voit beaucoup en ce moment, puisque c'est de la vente en réseau, mais couplé avec la technologie et les réseaux sociaux. Donc l'idée est, qu'est-ce que je peux faire avec ces outils pour mieux vendre? Ça, c'est la définition même du social selling. La mauvaise façon d'interpréter cette définition, ça serait de dire, est-ce que je peux vendre comme avant, mais peut-être plus vite pour moins cher? On va aller plus vite, ça ne marche pas. On ne peut pas, avec ces nouvelles technologies qui sont arrivées, où on connaît beaucoup plus les clients, où l'individu est beaucoup plus au cœur de la vente, faire la même chose qu'on faisait avant avec ces nouveaux outils. Donc le social selling, c'est d'inverser un petit peu le sens et de se dire, maintenant que je peux connaître un tout petit peu mieux mes clients, que je peux communiquer avec ces gens-là, est-ce que je peux faire différemment? Et donc, je vais arrêter de vouloir pousser absolument auprès de tous mes clients, tous mes produits, que ce soit par le téléphone, le mailing et autres. On va continuer, hein, bien entendu, mais on va le réduire. Et je vais essayer de travailler à est-ce que ces réseaux, ces différents canaux de communication, que sont LinkedIn, Facebook, Twitter et tous ces trucs-là, est-ce que ça va me permettre de toucher mes prospects, que mes prospects connaissent mon expertise, connaissent bien les produits et les bienfaits que ça peut leur apporter? Si bien que le jour où mon client a un besoin, j'espère, je vais tout faire qu'il pense à moi en premier avant de penser à mon concurrent. Alors qu'avant, vu que je n'avais pas ces outils-là, j'ai inondé tout le monde en espérant qu'en en appelant 100, par exemple, j'en ai 2 où je tombe au bon moment où il avait le besoin. Bien. Et alors, bon, quand on est commercial, on a quand même envie de générer du chiffre d'affaires, du lead. Comment faire pour générer du lead? Alors, avant de générer du lead, il va falloir se préparer. Ça serait trop facile de se dire, tiens, je me mets sur LinkedIn et d'un seul coup, les contrats vont tomber tout seuls. Oui, ce serait bien. Ça serait bien, j'en connais beaucoup, moi le premier qui aimerait. Mais en tout cas, ça ne serait pas un bon conseil à donner à vos auditeurs. Le premier conseil qu'on va donner, c'est on ne remplace pas ce qu'on fait par du nouveau. Hein, ça va se faire tranquillement, doucement dans le temps. C'est-à-dire que vous allez garder vos techniques de vente, votre prospection, tout ce que vous faites actuellement, il faut le garder. Ça, c'est l'art du métier. Et puis, petit à petit, on va essayer de développer un pied dans le digital. Tester, comprendre comment on peut utiliser ces outils pour mieux toucher les gens, mais aussi pour entretenir des relations avec des gens qui ne sont pas prêts à acheter pour l'instant. Vous savez, il y a beaucoup de gens, vous les rencontrez, vous leur parlez de ce que vous faites, vous leur parlez de vos produits, puis ils ne sont pas prêts pour acheter. Ces gens-là sont importants, parce qu'un jour, ils auront besoin
Le jour où ils auront besoin, il ne faut pas les louper. Donc, par exemple, les réseaux sont un bon moyen pour entretenir la relation avec ces gens-là, et on peut le faire avec 2000, 3000, 4000, 5000 personnes, alors que si je le faisais avec des techniques traditionnelles, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, pour pouvoir progresser dans ce domaine-là, première chose, ne pas rien abandonner de ce qu'on fait, mais migrer petit à petit vers du digital. Et puis là, je dirais, il y a 2 grandes étapes. La première en amont, travailler son expertise. Je veux dire, sa visibilité, ou ce qu'on appelle le personal branding. L'idée, c'est ne plus être vu comme une simple fiche sur un réseau social, ou comme un vendeur qui aurait des choses à vendre, mais plutôt comme un expert du domaine. Aujourd'hui, on rentre dans une phase où les gens, s'ils veulent de l'information sur vos produits, ils tapent sur Google, ils ont ce qu'ils veulent. Donc ce n'est pas ça qu'attend un client. Ce qu'il attend, c'est « et si je me trompais, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à décider ?» Donc quelqu'un qui a une certaine valeur ajoutée et une certaine expertise. Et donc c'est absolument de cette manière-là qu'on doit se présenter sur les réseaux, plus particulièrement sur les réseaux comme LinkedIn professionnels. Donc ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est bien beau d'avoir un profil, il va falloir passer à l'action, qui va être l'équivalent du phoning et tout ce qu'on faisait avant. Et là, il y a 3 étapes. La première, développer son réseau. Et il y a une image que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est, si on me posait la question « qu'est-ce qu'un réseau social ?», je dirais c'est une grande salle de conférence. LinkedIn et les réseaux sociaux, c'est cette salle de conférence qu'on vous met à disposition. C'est-à-dire qu'on vous dit « vous pouvez monter sur scène ». Et vous avez 300 sièges devant vous. Le seul problème, c'est que les sièges, ils sont vides. Et si vous n'avez rien à dire d'intéressant, personne ne va vous écouter. Mais LinkedIn, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est ça. Donc, le travail du commercial, ça va être premièrement de remplir cette salle. Je voudrais parler à 300 ou 400 ou 500 personnes et pas à mes 10 copains qui connaissent déjà ce que je vends. Donc ça, c'est la première étape, développer son réseau, prendre l'habitude de connecter tous les professionnels qu'on rencontre. La deuxième chose, pour que ces gens vous écoutent, il faut qu'ils aient l'impression que vous vous intéressez à eux. C'est-à-dire que si je parle sans écouter les besoins des gens qui sont dans la salle, au bout d'un moment, il va y avoir une perte de distance. Sur les réseaux, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on est sur un réseau, plutôt que de vouloir absolument parler pour présenter ses offres, il serait intéressant de temps en temps de se poser et regarder ce que vous faites, ce que fait mon prospect, ce que fait la personne que je vais rencontrer la semaine prochaine. Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur les réseaux? Est-ce que je peux interagir avec elle? Ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on a un peu oublié le bon sens sur les réseaux. Pour pouvoir attirer les gens à nous, il faut souvent commencer par s'intéresser à eux. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pourrez chercher, c'est une belle référence de Dale Carnegie. Vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement à eux qu'en 2 ans en attendant qu'ils s'intéressent à vous. Donc, deuxième conseil, intéressez-vous aux gens sur les réseaux. Pas longtemps, hein, mais quelques petites touches, un j'aime, un commentaire. Et puis, revenons à cette salle de conférence. Enfin, elle est pleine. Les gens, ils vous connaissent, ils sont contents de vous voir. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Et si vous leur dites que des bêtises ou des choses inintéressantes, ben, ils risquent de partir. Donc la troisième étape, c'est de dire sur les réseaux, je vais trouver des contenus, parce que je n'ai pas la capacité d'écrire un article tous les jours. Hein. Vous comme moi, on sait que ça prend du temps et ça serait un faux conseil. Donc je vais regarder dans ce qui se passe aujourd'hui, quels sont les gens pertinents. Est-ce qu'il n'y a pas une vidéo qui parle du sujet? Est-ce qu'il n'y a pas un article qui est sorti, qui est très très bien? Est-ce qu'il n'y a pas un livre qui traite du sujet de mon expertise? Et je vais me servir du contenu des autres pour dire, voilà, en tant qu'expert, je vous conseille ces quelques informations pour vous aider dans vos choix de produits, de services que propose mon entreprise. Et donc, vous allez amener de la valeur, et plus vous ferez cette étape-là, plus on va vous prendre comme l'expert du domaine. Faut-il encore que vous en soyez vraiment un, puisque l'expert ne saura pas bien trier l'information, et c'est toute la subtilité de cette troisième étape, être capable de trouver l'information, de la classer et de repartager essentiellement ce qui peut intéresser votre réseau. Alors, en fait, le retour sur investissement, vous l'estimez comment ? Difficile, déjà il y a de multiples critères. J'ai souvent cette question de mes clients, hein, parce qu'aujourd'hui on est passé d'un monde où on savait calculer, je mets tant d'argent et dans 3 mois ça va générer ça, et puis dans 6 mois j'espère avoir un retour sur investissement ce qui est tout à fait logique. Malheureusement, sur les réseaux, c'est complètement aléatoire, puisque le réseau, la taille du réseau, la capacité du commercial à créer du lien, plein de paramètres entrent en ligne de compte, et donc il est très difficile, en tout cas du point de vue commercial, d'avoir une rentabilité éprouvée, de dire ça prend 4 mois. Par contre, ce que je peux dire, 2 choses. Premièrement, construire un réseau efficace, c'est-à-dire commencer à être vu, et être la personne qu'on appelle lorsqu'on a un besoin, ça prend entre 5 et 6 mois si on fait bien les choses. C'est-à-dire que tous les jours, on vous voit, hein, ça veut dire que tous les jours, vous allez agir sur les réseaux. Vous n'allez pas passer 3 heures sur les réseaux, ce n'est pas utile, mais commencez à investir 10 à 15 minutes par jour, pour que d'ici 6 mois, les gens aient l'impression de vous voir pratiquement tous les jours. Ça, c'est la première étape. Maintenant, pour calculer un retour sur investissement, je n'ai pas de formule. Par contre, je peux vous donner un exemple qui m'est arrivé l'année dernière. J'avais une autre activité que je développais, et la méthode que je vous ai dite, hein, de passer 15 minutes par jour pour développer, interagir et publier, j'ai plus eu le temps de la faire, donc j'ai arrêté, alors que ça faisait 5 ans que je la faisais, quoi.
Et régulièrement, toutes les semaines, j'ai 2-3 personnes qui m'appellent en me disant « on m'a dit de vous appeler, vous pourriez m'aider en digital ». Et ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai arrêté de faire ça, mon téléphone a arrêté de sonner. Je n'ai pas d'équation qui vous montre pourquoi ça s'est arrêté. C'est juste qu'il y a une vérité qui est que lorsque on ne se montre plus aux gens, les gens vous oublient. Parce qu'on est sollicité par plein de choses. Et donc, j'ai arrêté, j'avais plus d'appels, mon chiffre d'affaires baissait, j'ai arrêté cette activité, j'ai recommencé à faire ce que je faisais depuis 5 ans, et le téléphone s'est remis à sonner. Donc, je n'ai pas de formule mathématique pour vous dire le retour sur investissement, le ROI et de temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les commerciaux qui sont bons à la base, puisqu'il faut être un bon commercial et qui ont un bon produit, s'ils utilisent les réseaux, d'ici 5 à 6 mois, ils vont voir que petit à petit, des gens vont les appeler pour leur demander du conseil dans un premier temps, et deuxièmement, leur proposer d'acheter leur service. D'accord. Et en fait, est-ce que vous avez une utilité précise pour chaque réseau ? Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, est-ce qu'on peut considérer que c'est un réseau encore pertinent ? Difficile. Alors, encore une fois, la question est vaste. Il n'y a pas d'utilisation pertinente. C'est qu'une question de temps. En fait, je vais être clair, un commercial, il faut qu'il mesure le temps qu'il a. Si le commercial, il a 2 heures par jour à passer sur les réseaux, il va pouvoir faire des choses extraordinaires. Mais je pense qu'il va devoir changer de métier. Parce que passer 2 heures sur les réseaux, c'est plus un métier de commercial, c'est un métier de community manager. Donc il faut recentrer un commercial. Son métier, c'est avant tout d'être en relation avec les clients, au téléphone, en rendez-vous, ou ce que vous voulez. Donc pour répondre à votre question, pourquoi je vous parle du temps ? Parce que je pense que 10-15 minutes par jour, c'est amplement suffisant pour un commercial pour développer ses réseaux dans un premier temps. Et s'il voit que son chiffre d'affaires augmente, peut-être que naturellement, il se dira, bon, si ça marche pour 15 minutes, je vais peut-être augmenter à 30, 45 minutes, 1 heure. Donc une fois que j'ai 15 minutes, est-ce que j'ai le temps de faire tous les réseaux ? Non. Donc il y a un choix à faire. Le choix que je conseille, bien entendu, le premier réseau, c'est LinkedIn. Il n'y a pas photo. Sur la partie entreprise, pro, LinkedIn reste le meilleur. Mais le problème, c'est que si vous faites très très bien sur LinkedIn, mais qu'à côté, vous ne contrôlez pas votre Facebook, ou que vous racontez des âneries sur Twitter, ou que vous avez un Instagram qui n'est pas contrôlé, eh ben, la personne, quand elle cherchera votre nom, elle tapera sur Google votre nom, et puis si elle est curieuse, elle tombera sur votre Instagram avant de tomber sur votre LinkedIn. Donc, si on veut être bien, première chose, nettoyer toute trace qui ne nous convienne pas sur les réseaux. Tous les réseaux. Ça, c'est du travail amont. Ensuite, moi, je dirais que lorsque vous publiez quelque chose de très pro, publiez plutôt sur un LinkedIn, et pourquoi pas sur un Twitter. Et puis, lorsque ça touche votre domaine, mais que c'est plutôt personnel, pourquoi pas publier de temps en temps des choses sur Facebook et sur Twitter, mais pas sur LinkedIn. Il y a un exemple que je donne souvent. Vous savez, l'être humain dans la vente, la chose la plus importante pour conclure une vente, c'est la confiance. Est-ce que j'ai confiance en vous dans ce que vous allez me proposer ? Est-ce que c'est le bon prix ? Est-ce que je ne vais pas le regretter en 3 mois ? Et une fois qu'on a obtenu la confiance de la personne qui est en face de nous, la vente se passe beaucoup plus facilement. Les réseaux est un moyen d'augmenter la confiance. Et donc, si on est malin, avoir un beau profil sur LinkedIn, c'est bien, mais avoir un Facebook développé, par exemple, vous êtes un passionné de vélo, vous faites du vélo le week-end. Je conseillerais à ces gens-là de mettre une photo de temps en temps de leur périple en vélo. Pourquoi ? Si votre client fait du vélo, il sera très content de voir que vous en faites aussi. Et vous savez, la vente, ce n'est pas scientifique, c'est plein de petits trucs qui font qu'à un moment, on va signer. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir agir dans les différentes sphères, de mettre en œuvre dans ma vie personnelle, de choisir 3 ou 5% de ma vie personnelle que j'accepte de donner en public. J'ai donné le vélo, ça peut être les films, ça peut être des livres, ça peut être la gastronomie. Je sais que beaucoup de gens aiment bien prendre des photos de leur assiette. Voilà, il faut qu'il y ait du sens, mais je décide de donner un tout petit peu de bout. Et quand je donne des cours à mes étudiants, ce que j'aime bien dire, c'est regardez la dernière ligne de votre CV. Qu'est-ce qui a marqué sur la dernière ligne de votre CV ? Ce que vous aimez faire dans la vie. J'aime lire, j'aime voyager, j'aime ceci. Ce que je vous propose sur les réseaux comme Facebook ou Instagram ou tous les réseaux publics, c'est de prendre cette ligne et de la mettre en image. C'est tout. Et là, vous aurez un équilibre. Bien sûr que LinkedIn, vous allez y passer le plus de temps, mais vous aurez une plaquette commerciale qui est la vôtre, qui est de vous professionnellement, mais vous aurez aussi une image personnelle qui fait de vous un être humain, qu'on a envie d'aimer, qu'on a confiance. Et pour moi, la vente, c'est un peu cette alchimie, c'est pas simplement une plaquette commerciale ou une carte de visite. Donc il n'y a pas de bon réseau, il faut être un petit peu partout, bien sûr, avec un pied beaucoup plus appuyé sur LinkedIn. Quant à Viadeo, je passe la question. Et alors, pour terminer, dans 10 ans, ce sera comment tout ça ? Alors, c'est une question piège. Dans 10 ans, alors franchement, on reviendra... Le métier de commercial, il utilisera comment ? Le métier de commercial dans 10 ans. On fera la vidéo dans 10 ans pour voir, mais aujourd'hui, les grandes tendances qu'on voit, et il n'y a pas que d'ailleurs dans le commerce, dans beaucoup de métiers, la technologie prend une part de plus en plus importante dans les différents métiers et les commerciaux n'y couperont pas.
Moi, je dirais que le commerce, il y a deux phases dans la partie commerciale. Il y a la partie prospection, amont, la capacité de trouver de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Et puis la phase de closing, négo-closing, qui est cette capacité, une fois qu'on a trouvé la personne, de bien comprendre son besoin et lui proposer la bonne offre, et surtout qu'il passe commande. Combien de fois tout commercial a vécu cette expérience d'avoir fait tout le chemin bien, et puis au dernier moment, s'apercevoir que notre concurrent nous est passé mais 2 minutes avant et il a signé le contrat avant vous. Donc il y a ces deux phases-là. Jusqu'à maintenant, tant qu'on n'avait pas beaucoup d'outils numériques, la phase de prospection était très importante pour pouvoir ramener du lead et ramener du flux. Dans 10 ans, je pense que cette partie va énormément diminuer puisque nos clients peuvent trouver beaucoup d'informations et même faire beaucoup de choses par eux-mêmes, remplir des formulaires en ligne, remplir des besoins pour les aider à faire leur choix. Donc les chatbots aussi, dont on entend beaucoup parler en ce moment, je pose une question, c'est plus un humain qui me répond, c'est une machine. Tout ça fait gagner du temps, pas pour spécialement faire des économies, hein, mais l'idée c'est que cette valeur et ce temps qu'on va gagner, je pense que dans le métier de commercial, va être basculé sur la partie noble du commerce, qui est la phase négo et closing. Êtes-vous capable en tant que commercial d'aller chercher une commande et de ramener la commande? C'est ce qu'on nous demande, c'est là où il y a du chiffre. Et cette partie-là, aucune machine aujourd'hui, à mon sens, n'est capable de la remplacer. Il est important d'avoir une relation humaine, de bien comprendre ce qu'il y a dans la tête de la personne, ne pas se planter sur la façon dont on va répondre à son besoin. Il y a une négo, hein, vous le savez, dans la partie commerciale, il y a aussi la partie négo, le prix, le service rendu. Je pense qu'une machine a beaucoup de mal à faire ça aujourd'hui, et puis il serait triste de le remplacer. Donc je pense que dans les 10 prochaines années, nous aurons encore des commerciaux qui feront de la négociation et de la signature ou du closing. Par contre, il est clair que seuls les meilleurs survivront, puisque la partie amont, c'est-à-dire passer 4 heures à prendre son téléphone et à appeler la terre entière pour avoir un rendez-vous, cette partie-là, il me semble qu'elle va se réduire drastiquement, puisqu'aujourd'hui, nos clients sont capables de nous trouver sans qu'on les appelle. Faut-il encore qu'ils aient envie de nous appeler? Mais là, ça revient à la question du début. Bien, bah écoutez, merci beaucoup Régis, c'était très très intéressant. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir vus. Je vous retrouve moi pour une prochaine vidéo ou pour un prochain cours. À très bientôt.